Allez, autre grand titre à la une de 22h max ce soir. La campagne pour la présidentielle et une question simple. Où est passé la gauche? Le leader de la gauche, quel est-il aujourd'hui? Question remise au centre du jeu par François Hollande. Pas tendre aujourd'hui avec toute la gauche. La gauche fait comme si elle avait déjà perdu ses élections. Elle se prépare même à d'autres élections. Donc il y a un sursaut qu'il faut quand même un moment espérer. Enfin. Et donc que les électeurs, c'est eux qui ont la réponse. La réponse, elle ne sera pas du côté des candidats, ceux qui se sont démultipliés ces derniers mois. Elle ne sera pas du côté des partis politiques. Ce sont les électrices Donc et les elle a électeurs. perdu, la gauche, Non, ce que vous c'est dites, les si électrices je et vous les électeurs écoute. qui devront choisir l'une de ces candidatures. Je pense que c'est la candidature social-démocrate qui doit être la candidature qui permet le succès et la victoire. Parce que ce sont les électeurs qui décident de savoir qui doit être porté au second tour de l'élection. Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous pourrez répondre dans une seconde à François Hollande. Mais juste avant, je voulais qu'on pose les enjeux, qu'on pose les choses ce soir avec vous. Avant de commencer, Oui. vous pouvez remettre la photo que vous avez mis tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon pour illustrer. Vous avez vu la pose? Je ne sais, j'ai aucune idée de la Vous photo dont vous qui parlez. avez fait le choix, mais Ah non, ça je vous le pour confirme. quelle raison? C'est encore une photo, Mélenchon en train d'hurler à la tribune. J'ai absolument pas vu cette photo. D'accord, Je mais suis ce serait bien, très parce que honnête. vous savez, vous êtes un homme d'image. Quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas obligé peut-être une photo où il est la bouche ouverte en train de hurler, et quand c'est d'autres candidats ou Monsieur On me dit Zemmour, simplement, dans une on va la voir la photo, on me dit Ouais. simplement que c'est un Jean-Luc Mélenchon qui lève le poing. C'est ce Oui, qu'on me dit. montrez-la, C'est ce qu'on me si dit, vous voulez, on va la puisqu'on vous voir. dit dans le rêve. Voilà. Vous trouvez que Voilà. ça c'est une photo sympathique? On va la Vous voir. trouvez que c'est une photo objective? C'est une photo de meeting en l'occurrence. Non, mais je vous en prie. C'est une photo de Non, meeting. mais vous avez vu le visage qu'il a? Il est à moitié blanc, on dirait Nosferatu. C'est une photo de meeting. Non, mais écoutez, c'est pas sérieux. Ça, je trouve que déjà, c'est un traitement qui est politique Non, c'est pas un traitement l'image. politique. Arrêtez, c'est un pas un choix, parce que traitement si vous, c'est politique. une photo de meeting. Vous savez, moi, vous allez me prendre en photo dans un meeting, je peux faire des grimaces par certains moments. Là, je connais Jean-Luc Mélenchon est mon ami, il fait une grimace. Donc vous mettez un Mélenchon grimaçant. Chacun en pensera ce qu'il veut. Ça n'était Moi, pas, je ça trouve que ça n'était pas évidemment pas un choix politique de notre part. C'était Si. une photo de meeting où on voit choisir Jean-Luc une Mélenchon. photo de quelqu'un qui Une grimace, c'est photo un de choix. Jean-Luc Mélenchon levant le poing. Non, je vous en prie, je vous en prie. On referme cette parenthèse-là. Vous avez pu dire ce que vous voulez dire sur cette photo. On revient donc en posant les choses. Je le disais calmement, Laure Closier, pour la gauche, notamment pour le PS. Est-ce que c'est déjà fichu? Une campagne présidentielle, ça coûte cher. Le Parti Socialiste n'est pas dans une situation financière très enviable. Alors s'il jetait l'éponge, finalement, c'est pas si dingue. Anne Hidalgo est créditée de 4 à 5% dans le dernier sondage Harris Interactive, en chute de 4 points depuis le mois de septembre. Pourtant, la maire de Paris, elle essaye de tenter d'exister dans le débat. Elle a défendu les voitures pour se sortir de son image de bobo. Bon, c'était pas très bien réussi. Sur le pouvoir d'achat, on l'entend pas. Il y a guère que sa proposition sur le doublement des salaires des profs qui a marqué, mais depuis, franchement, c'est vide. Et en interne, c'est dur. Stéphane Le Foll, qui s'est présenté contre elle à l'investiture socialiste, ne la soutiendra pas. Et ce qui est fou, c'est qu'alors qu'il se présentait, allez, juste pour l'embêter, il a quand même récolté quasiment 30% des voix. Et franchement, quand on entend Olivier Faure, le patron du PS, encourager sa championne, on n'y croit pas vraiment. Nous savons tous ici que cette campagne sera difficile. Nous savons tous que personne ne souhaite notre victoire. C'est un peu dur. Ah oui, hein. personne ne souhaite notre victoire, c'est un peu dur. C'est dur pour le PS, mais c'est dur globalement pour toute la gauche. Alors au PC, Fabien Roussel a récemment déclaré qu'il était horrifié par cette campagne, qu'il n'en pouvait plus de ne parler que de Zemmour. Pourtant, je le répète, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, désormais principale préoccupation des Français, sur lequel Zemmour n'a rien à dire. Mais la gauche n'imprime pas, il faut dire que personne n'y met franchement du sien. On vient de parler de François Hollande qui fait le tour des médias avec le dictionnaire des synonymes pour qualifier les candidats de gauche. Petit, minuscule, lilliputien, ils avaient même traité de grenouille. C'est sympa en attendant qu'il soit un recours divin. On est à 6 candidats à gauche aujourd'hui pour la présidentielle. On est encore un peu loin. Ils étaient 8 en 2002. Évidemment, c'est loin. On va peut-être pas remonter jusqu'à Lionel Jospin. Mais si, je sais, c'est traumatisant. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler. Non, Je ça va. comprends. Mais Lionel Jospin, dans la tête des électeurs de gauche, c'est quand même un sacré totem. Un groupe de 3 jeunes documentaristes va d'ailleurs se lancer dans un périple à travers la France dans l'espoir de convaincre l'ancien candidat qui a aujourd'hui 84 ans de se présenter en 2022. Ils ont même le t-shirt Jospin 2022. Ils le considèrent comme le Joe Biden à la française. Ils espèrent que Lionel Jospin va ouvrir sa porte. Alors ça fait sourire, mais ça veut quand même dire que les électeurs de gauche sont quand même sacrément en souffrance. Est-ce qu'il y a un espoir d'alliance? Oui, alors bien sûr on peut y croire. En février 2017, le candidat des Verts, Yannick Jadot, s'était retiré pour soutenir Benoît Hamon du PS. C'est donc déjà arrivé. Mais pour 2022, Yannick Jadot, il a une autre proposition, tous derrière lui. Moi, j'ai tendu la main. J'ai pas tendu la joue, j'ai tendu la main. Ma main reste tendue. Que certains prennent la responsabilité de faire à pas,
Eh bien écoutez, ça sera leur responsabilité historique et politique. Regardez ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe, on a quand même quelques sujets. Sur la démocratie internationale, on a quelques sujets. Alors se ranger derrière Yannick Jadot, c'est pas du tout le projet de Jean-Luc Mélenchon, on l'écoute. Que les socialistes et les Verts s'entendent, signent un papier, ils sont d'accord. L'union, elle va se faire à la base. Ma stratégie, c'est l'union populaire. Et l'union populaire, elle se fait sur un programme, Monsieur Bourdin. Pas sur des étiquettes de gens qui s'amènent en disant, on est d'accord sur rien, mais votez pour nous. L'union des gauches, c'est pas pour ce soir. Une bonne nouvelle pour les électeurs de gauche, peut-être. La campagne n'aurait pas encore commencé. Le PS promet un grand meeting le 23 octobre prochain à Lille, là où tout devrait commencer. Un bémol tout de même. Espérons que la salle ne soit pas complètement vide. Selon Perrine Vasque, qui suit la gauche pour BFM TV, pour l'instant, les militants PS sont tout simplement invisibles. Alexis Corbière, est-ce que la gauche a déjà perdu la présidentielle? Mais non, faut arrêter avec ça. Il y a une campagne qui va commencer. Là, on va parler, comme on dit, cuisine, mais parlons d'abord social. Il faut parler aux gens. Il y a une attente profonde. Ce soir, chacun a pu apprécier, Monsieur le ministre des Finances, qui trouve que tout va bien, que les Français ont... On va en parler dans une seconde ensemble. Personne aperçu, alors qu'il y a une réalité qui va exploser au visage de beaucoup de gens et qui va sans doute exploser, si je puis dire, à partir du moment où ce que nous disent les études d'opinion, une personne sur deux, pour l'instant, n'a pas fait de choix. C'est surtout des gens des milieux populaires. Je pense qu'en janvier, février, ils vont se mettre à l'affaire de savoir qui c'est qui apporte une réponse à leurs problèmes. Et si nous menons bien notre affaire, notamment c'est la campagne que nous menons avec Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons être l'outil pour faire entendre ça. Parce que je voudrais vous dire une chose. En octobre 2016, au même moment, il y a 5 ans, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, les sondages étaient à 12%. Aujourd'hui, il y a des sondages qui le mettent peu ou prou, 9, 10 et voire même 11 ou 12. À l'époque, nous avions le Parti communiste avec nous. Nous pourrions être au même niveau et nous avons terminé la dernière fois à 19,5%, ce qui, en fonction aussi des sondages, pardon de faire un peu ce jeu de bon taux, pourrait nous amener à être au deuxième tour. Donc il y a aujourd'hui un appel que je lance, au-delà de ce que font les appareils, du retour fracassant et sectaire, comme toujours, de François Hollande, qui insulte tout le monde est responsable, sauf lui évidemment. J'ai vu que son bouquin s'appelait Affronter serait plutôt l'effronter, parce qu'il a honte de rien, lui, François Hollande, il insulte tout le monde, il ne sert à rien, il n'aide même pas la candidate du PS. Mais si on arrête, du moins, je m'adresse aux gens, c'est ce qu'on appelle l'union populaire, sur les contenus, questions sociales, écologie, 6ème République, on peut rassembler beaucoup de gens. Et on peut donc arrêtons. Je comprends que votre travail j'ai déjà été assez dur dans le début de notre échange, mais s'il vous plaît, ne cultivez pas le pessimisme et la démoralisation. Je sais pas à qui ça sert. Vous menacez d'une guerre civile sociale. Vous dites c'est nous qui cultivons le pessimisme. Vous nous dites en janvier, si vous on fait rien, ça sera la guerre. Enfin, ça sera pas la guerre civile. Vous n'avez pas dit ça. C'est le terme plutôt de Zemmour. Mais vous nous menacez d'une crise sociale très grave. Donc le pessimisme, c'est plutôt de votre camp. Vous tirez la conclusion de ce que je viens de dire, que je vous menaçais d'une guerre civile sociale. C'est complètement ce que j'ai compris, ouais. Mais pardon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les études d'opinion nous démontrent qu'un Français sur deux, pour l'instant, ne s'exprime pas, et que je pense que c'est sociologiquement très ciblé, ce sont les milieux populaires, et que quand ils vont se mêler de cette affaire, ils vont effectivement bousculer le paysage politique. Enfin, si vous voulez mon opinion, moi j'utilise pas le vocabulaire de guerre civile, je pense qu'on est dans un pays qui est une mer déchaînée, un pays de grandes tempêtes, qui l'était déjà en 2017, ce qui explique d'ailleurs l'élection de M. Macron, qui apparaissait comme un élément, comment dirais-je, totalement nouveau, et que ce pays, en grande turbulence, il ne s'est pas calmé pour autant. Quel sera l'élément d'expression, la traduction politique de cette colère ? Je ne sais pas. Ça peut être le vote raciste. C'est pour ça que je me suis permis de dire les uns les autres, attention, l'effet de mode autour de thématiques racistes qui font du buzz. Ça peut effectivement faire que ce grand pays républicain, passionné d'égalité, peut terminer finalement en disant on va confier notre avenir à des gens qui disent que le problème c'est l'immigré. Alors qu'aussi, ce que nous révèle beaucoup de crises, c'est que des gens s'enrichissent. C'est pour ça que ce soir j'ai trouvé intéressant le débat avec Monsieur le Maire. J'aimerais en dire 2 mots. On va en parler. Il y a des gens qui s'enrichissent sur les compagnies pétrolières. Il faudrait les solliciter. Les Français on va en parler. Pour rester sur, on dit la cuisine, d'une certaine manière. On va rester sur la cuisine hollandienne aussi. François Hollande qui a été sévère avec la gauche, sévère en particulier avec Jean-Luc Mélenchon ce matin. On l'écoute et vous lui répondez juste après. Bien sûr. C'est un fardeau pour la gauche. Pourquoi? Non pas parce qu'il ne représente rien. Il y a une sensibilité, il y a une famille politique qui peut se retrouver derrière Jean-Luc Mélenchon, comme hier derrière le Parti communiste. Mais pour qu'il y ait une alternative, il faut qu'il y ait l'idée d'un programme commun, d'un gouvernement commun. Or, Jean-Luc Mélenchon, par ses positions et aussi par sa personnalité, l'interdit, ce gouvernement commun. Jean-Luc Mélenchon est un fardeau. Jean-Luc Mélenchon qui lui a répondu en parlant de François Hollande comme d'un zombie. Oui, c'est un fardeau pour la France. Mais si vous allez jusqu'au bout de l'interview, qu'est-ce qu'il dit qui empêche l'union? C'est intéressant. C'est qu'on est critique par rapport à l'Europe. Et Hollande dit non, il faut surtout pas.
parce qu'on veut notamment quitter le camp intégré de l'OTAN. Il dit ah non, faut surtout pas. Et que nous pensons qu'effectivement, il faut négocier aujourd'hui le fait que notamment vis-à-vis de la BCE, qui est un rachat d'une partie de la dette. Et Hollande dit surtout pas. Hollande, franchement, je ne comprends pas son désaccord avec Emmanuel Macron, hormis une affaire personnelle. Je l'ai écouté attentivement, il pense la même chose sur tous les sujets. Donc ça pourrit, comment dire, le débat public. Un type plein de rancune, dans l'incapacité la dernière fois de se présenter en 2017, tellement son bilan était médiocre, qui a mis l'extrême droite au second tour, qui a détruit son parti. Je parle de son parti, hein. Je suis plus au Parti socialiste, mais il l'a ramené à rien. Il vient et il insulte Mélenchon. À quoi sert François Hollande? C'est l'idiot utile du hollandisme ou de l'extrême droite. Je veux dire, cet homme Hollande, mais que les gens se rappellent, ou alors c'est un homonyme. Il y a un gars qui était président de la République entre 2012 et 2017. Quel bilan François Hollande tire-t-il là-dessus? Passons François Hollande perdre ses profits, monsieur Corbière. Attendez, je vais vous annoncer une chose. Hollande est candidat à être candidat. Vous savez très bien que non. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est. Non, mais là-dessus, on prend. Non, mais revenons à. En prenant les paris, on peut prendre les paris, ça va très vite. Vous dites que oui, Bono dit que non. Je pense que Hollande, c'est le Jean-Claude Duss de la politique. Des fois qu'il y a une ouverture, il se dit qu'il pourrait revenir et que Hidalgo. Ah bah sinon. Il est lilliputien parmi les lilliputiens. Ah bah oui. Y compris dans la légende des lilliputiens. Monsieur Corbière, revenons à Jean-Luc Mélenchon. C'est comme ça qui est intéressant. C'est plus intéressant. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, a fait un score. Très bon score en 2017. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi n'a-t-il pas ouvert les bras après sa victoire à la présidentielle pour rassembler large? Pourquoi n'a-t-il pas essayé d'ouvrir pour avoir plus de députés qui mettent en commun la gauche? Pourquoi s'est-il, j'allais dire, coupé de reste de la gauche et n'a cessé de vouloir combattre ce qui reste du PS, s'opposer aux écologistes? Je trouve que Jean-Luc Mélenchon a raté l'occasion pendant ces 5 ans d'apparaître comme un rassembleur de son camp. Et c'est sans doute ça la difficulté qu'il a aujourd'hui, parce que pour sa 3e candidature, à force d'être candidat, Jean-Luc Mélenchon prend le risque de lasser. Oui, d'accord. C'est notre risque à tous. Oui, parfois moi et vous aussi peut-être. Non, mais juste un mot. Mais bien sûr, mais je veux dire, moi je suis pas candidat à la présidentielle. Oui, d'accord, mais pour arriver professionnellement, que ça arrive aussi. Non, mais je veux dire, mais revenons à des choses. Vous savez ce qui va lasser les gens? Non, mais pardon. Admettons. De toute façon, je te dis. Des erreurs, on en a fait. Ce qui lasse les gens, c'est le sentiment qu'on les amuse, qu'on fait croire que si vous votez pour moi, ça va changer et que rien ne change. Non seulement ça les lasse, et ça fabrique de l'abstention, et ça peut même amener après à ce qu'un... Pourquoi vous avez raté la alors je vais vous dire... Non, attendez. Bruno, je dis, on se connaît trop, et en plus je vous respecte sur... Pourquoi dites-vous que nous n'avons pas tendu la main? Nous sommes les seuls à l'occasion des élections régionales à avoir notamment accepté de participer à des listes régionales. On l'a fait dans les Hauts-de-France, on l'a fait dans des régions, avec les Verts, des écolos, tête de... Y a-t-il un seul endroit? Non mais c'est en 2017, c'est au moment des législatives. Pardon. Il fallait faire quelque chose. Mais vous plaisantez. À l'occasion des législatives, nous avons proposé un accord, notamment vis-à-vis du Parti communiste, qu'on n'avait pas bien réussi à faire les choses. Vous nous prêtez le problème. Vous pensez que le Parti socialiste à ce moment-là n'était pas dans une logique aussi de nous écraser et de nous empêcher de prendre la position? De le faire, Alexis. Mais pour avancer là-dessus, vous deviez prendre le lead du rassemblement. C'est pas le PS qui pouvait le faire. Mais il fallait ouvrir. Il fallait aussi. Bruno, je dis, il ne vous a pas échappé que la dynamique de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon était aussi la mise à distance avec le bilan d'un président qui portait le nom de François Hollande. Vous savez, ce monsieur, le même nom que celui qui vient nous expliquer ce qu'il faut faire aujourd'hui. Qui sera demain matin, d'ailleurs, je le dis au passage, invité de Jean-Jacques Bourdin. On aimerait, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, le pays était dans un état, quand même, et la situation de la gauche, puisque c'est le sujet de la discussion, il y a une crise historique. Je veux bien qu'on parle de la France insoumise, mais le grand parti qui dirigeait tout en France, aujourd'hui, pour quelle raison il est à ce niveau? Bon sang, c'est pas la faute de Jean-Luc Mélenchon. Et quand un grand parti, c'est ça qu'aussi l'expérience politique m'apprend, quand un grand parti qui a structuré la gauche pendant des décennies s'effondre, c'est pas les vases communicants. C'est que quand les gens sont dégoûtés de gens qui se disent de gauche, de gens qui se disent socialistes, etc., au bout d'un moment, ils viennent pas vers quelqu'un qui leur dit « moi je suis la meilleure gauche ». Ils ont le sentiment que tout ça, c'est pourri. Et d'un seul coup, peut-être parfois, ils se remettent à écouter des gens qui leur disent « finalement, ces grandes paroles de gauche, c'est du baratin, eh bien le problème, c'est l'immigré, etc. » Ce que je veux dire, non mais, ne perdez pas plus que je... jamais d'une page blanche, Alexis Corbière. Mais si, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est qu'une défaite électorale, c'est aussi une défaite culturelle et idéologique. Et là où M. Hollande, je veux pas il porte une responsabilité, c'est qu'il a détruit aussi des idées. Et nous cherchons à les reconstruire. Alors on le fait maladroitement. On n'a pas un parti. Vous entendre, Alexis Corbière, on a l'impression que vous êtes responsable de rien du tout et qu'en fait vous subissez comme tout le monde. Donc si vous subissez comme tout le monde, pourquoi est-ce que le peuple français doit vous faire confiance pour gouverner ce pays?
Parce que, chère madame, ça s'appelle faire campagne dans un contexte difficile où il y a des partis centenaires, mais il y a aussi un parti qui s'appelle la France Insoumise qui est né en 2016, où nous n'avons pas la même expérience, nos moyens, vous savez. Pour quelle raison? Mais Emmanuel Macron, lui aussi, il est arrivé ici en 2016 et il est devenu président les de la yeux dans République. les Donc, yeux, quelle est comme la dirait différence l'autre. entre Vous pensez que les moyens économiques, la superstructure, au soutien d'Emmanuel Macron étaient les mêmes pour nous? Mais donc, à nouveau, pourquoi nous avons... Vous n'avez aucune responsabilité dans ça? Lui, mais il a on a fait une ça. totale... Vous pensez que tout ça a été à égalité de moyens, sincèrement? Vous pensez pas qu'il y a eu... Et deuxièmement, pourquoi nous avons des députés, par exemple, aussi jeunes à la France Insoumise? C'est que nous avons fait émerger une nouvelle génération. Alors là-dedans, on a fait ce qu'on a pu. On a fait sans doute des erreurs. On a subi des coups parce que vous savez, la vie politique, c'est pas non plus, comment dire, une série de gentillesses. Nous avons aussi, dans ce contexte, c'est pour ça que j'en étais à ce point-là, de défaite, pas totalement de défaite, je veux pas que tu aies le pessimisme, mais d'effondrement idéologique et culturel de certaines idées. Il s'agit pour nous de continuer à les faire revivre, de les reformuler. Justement, non, mais, vous en avez l'occasion ce soir, Alexis Corbière, d'une certaine manière. J'essaie de répondre. Oui, mais je vais vous donner l'occasion de répondre avec un cas concret. Est-ce que vous comprenez que les électeurs de gauche, en général, peuvent être frustrés de voir que sur un sujet qui devrait être du velours pour vous, le pouvoir d'achat, le carburant, la gauche est incapable, la gauche en général est incapable de s'entendre sur une solution à proposer, unique, unifiée si je puis dire, avec quelque chose qui pèse dans le débat. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens, à gauche, à droite, partout. Cher Maxime, le nombre de fois où nous avons proposé durant ce quinquennat des initiatives communes, parfois nous avons réussi. Nous, la France Insoumise, des manifestations que nous avons fait de résistance à la réforme des retraites, parfois ça a marché. Actuellement, la question, ce que vous dites, que faut-il faire? Nous pensons qu'il faut bloquer les prix. Nous pensons que le dispositif législatif existe d'ailleurs pour le faire. Je suis venu j'ai enregistré sur Légifrance avant de venir. Cela a été fait notamment en août 1990. D'accord. Plus près de nous sur le gel. Pardon? Même sur le gel. Sur le gaz. Et vous avez bien. Non, mais là, Sauf que c'était c'est sur pas un le marché pétrole. régulé. C'est ce qu'a répondu Bruno Le Maire ce soir. Bruno Le Maire a dit ça n'est pas possible, ça n'est pas un marché régulé, l'essence. Donc on peut le faire sur le gaz. On l'a C'est ce fait. qu'il a répondu. Michel Rocard l'a fait le 8 août 1990 jusqu'au 15 septembre. D'accord? C'était la guerre du Golfe. D'accord? Qui avait créé une situation de tension du marché. Aujourd'hui, puisque c'est la guerre, nous a dit le président de la République, pourquoi ne pas refaire la même chose? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est faisable. Alors, de manière un peu exceptionnelle, faisons-le. Vraiment. Et ramenons d'ailleurs les prix à ce qu'ils étaient avant la crise. Tout à l'heure, en venant en voiture, la personne, c'est vous, la chaîne qui avait commandé une auto, le chauffeur m'a dit, on est passé d'1,10 € à 1,60 € en l'espace d'un an. Je n'en peux plus. Il me dit même qu'à Paris, il y a des endroits où on vend à 1,80 €, 1,90 €. C'est incroyable ce qui a lieu. C'est vraiment une explosion des prix et le type n'en peut plus. Et comme beaucoup de Français. J'ai entendu ce soir Monsieur le maire nous dire quand même que ça allait se limiter à, comment je pourrais appeler ça, un chèque carburant, c'est-à-dire qu'y compris, c'est nous, le contribuable, qui allons payer pour que des groupes continuent à faire des profits. Parce que c'est ça le paradoxe. Total, et je vais pas tous les citer, c'est 13 milliards encore de profits qui sont réalisés. Pourquoi devrions-nous, avec de l'argent public, financer encore le profit de groupes privés? Voilà une proposition. Est-ce que toute la gauche, que vous appelez la gauche, est prête à se rassembler sur l'idée que nous voulons bloquer les prix et les ramener à avant? Si, à l'heure actuelle, on n'est pas d'accord avec... Enfin, je parle des directions politiques, je le regrette, mais nous continuons avec Jean-Luc Mélenchon à développer ça. C'est d'abord les idées. Écoutez-moi bien, on n'est plus dans les années 70 ou 80. J'aurais été un militant des années 70-80, j'aurais été un farouche défenseur de l'union des partis. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que les partis ne structurent plus la vie politique et la vie sociale comme avant. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être sectaire. Je lance un appel à nouveau, Fabien Roussel si tu m'écoutes, Arnaud Montebourg si tu m'écoutes, et toute une série de gens. Nous au moins, on peut se rassembler parce qu'il me semble, de ce que j'entends qu'au-disant des Je voudrais préciser les choses. Avec le PS qui veut faire l'inverse de ce qu'on propose. Vous n'avez pas cité Anne Hidalgo, mais je referme cette parenthèse-là. Simplement, vous n'avez pas cité Anne Hidalgo. Oui, parce dans votre qu'Anne appel. Hidalgo, à ce stade, je connais pas son programme, mais j'ai l'impression que c'est un programme qui continue à être ce que j'avais appelé méchamment François Hollande, sans les petites vannes. Et Yannick Jadot. Mais pardon, Jadot, faut voir, faut discuter. On lui a proposé, il a jamais voulu. Donc pour continuer à parler du fond, la mesure, alors qui n'est pas arbitrée aujourd'hui, qui n'est pas prise, mais qui est défendue en tout cas par Bruno Le Maire ce soir sur BFM TV, et on en parlera un peu plus tard tout à l'heure en longueur, mais était de dire il faudra effectivement un chèque, une aide qui sera versée à ceux qui ont besoin de leur voiture chaque jour, les ménages aux revenus modestes et moyens, a-t-il dit. Ça s'appelle de la redistribution, Alexis Corbière. Vous pourriez défendre ça aussi. Non mais écoute, je vais répéter, et sans doute n'ai-je pas été clair. Premièrement, j'attends de voir la mesure soi-disant simple, on va voir qui ça C'est une mesure sociale, pour viser les ménages les plus modestes. Oui, mais une mesure sociale, ça peut pas être que de l'argent public, sert en quelque sorte à aider des gens qui, en quelque sorte, enrichissent des intérêts privés. On peut quand même, à un moment donné, se dire quel est le problème dans cette affaire.
Il y a un effet de spéculation qui est en train d'avoir lieu. De spéculation. C'est pas plus difficile aujourd'hui d'extraire de pétrole qu'auparavant, mais en raison, on est d'une baisse de la demande et que maintenant ça reprend. Bah ça c'est le marché, c'est pas de la spéculation. Bah ça s'appelle l'offre et la demande. Oui, mais je vous rappelle, madame, qu'il y a quelque temps, les mêmes d'ailleurs, même des gens qui se disaient de gauche, disaient que la libération, libérer le marché des énergies, ça allait faire baisser les prix. Le problème, c'est que le libéralisme et le marché, comme vous dites, ça les fait augmenter. Donc c'était une mauvaise idée. Ou baisser parfois. D'accord. Actuellement, ça les fait beaucoup augmenter. Donc c'était une mauvaise idée. Vous voyez, il y a des idées comme ça qu'il faut défendre. Donc pour revenir, un contrôle public. Bon sang, c'est pas l'Union soviétique dont je vous parle. Simplement du fait, c'est pour ça, je prenais l'exemple des. On l'a fait, on l'a même fait sur les masques, comme a dit. La baisse des taxes, parce que par exemple, le PS est plutôt sur cette position-là, qui est une mesure qui peut aussi s'entendre d'un point de vue de l'égalité. J'avancerai le même argument, Monsieur Jeudi, c'est-à-dire que le problème de la baisse des taxes, c'est que c'est moins de rentrées fiscales et moins de moyens publics, et les groupes privés continuent à faire du bénéfice. Ce soir, il y avait un grand absent dans votre débat avec Bruno Le Maire. Ce sont les groupes privés. Eux, il faut pas y toucher. Touche pas au Grisby, nous dit en permanence Bruno Le Maire. On peut réfléchir comment, avec de l'argent public, on va aider les plus modestes. Et moi, bon, je m'oppose pas en soi, mais intellectuellement, c'est notre raisonnement. Nous, on dit, puisqu'il y a des gens qui s'enrichissent, vu qu'il y a des profiteurs de crise actuellement, et ils sont nombreux, est-ce qu'on peut pas leur demander, comme les Français, de faire un effort? Eh bien, tous ces dividendes reversés à leurs actionnaires, pendant une période, ils vont arrêter, parce qu'on en a besoin, parce que sinon les Français peuvent même plus aller bosser. Alexis Corbière, nous allons aussi ce soir parler ensemble, parce que c'est l'actualité politique du jour, d'Éric Zemmour, parce qu'il a été au centre aujourd'hui d'une polémique avec la ministre Marlène Schiappa. Vous avez forcément vu ça. Je rappelle le point de départ, une vidéo où l'on voit Éric Zemmour, un fusil à la main, visant un journaliste. Le tout se passe dans un salon pour les professionnels de la sécurité. Éric Zemmour plaide l'humour. On voit ça avec Adélaïde Mangin et Julie Rosaire. Ça rigole plus là. Eh ben, c'est vous là. Reculez, reculez. Reculez. C'était un trait d'humour, une plaisanterie, assure-t-il. Éric Zemmour a pointé un sniper habituellement utilisé par le RAID sur les journalistes rassemblés devant lui au salon Millipol consacré à la sécurité intérieure à Villepinte. Une blague, selon Éric Zemmour, mais qui n'a pas du tout fait rire la ministre Marlène Schiappa. Elle s'est dite horrifiée sur Twitter. Viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle. C'est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir réduire le pouvoir des médias. Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. Éric Zemmour lui a répondu dans la foulée. L'ex-journaliste ne s'est pas montré très tendre envers la ministre. Qui, comme Madame Schiappa, dit que je vise les journalistes avec des fusils pour les tuer, je sais pas quels, les autres aussi sont des imbéciles comme Madame Schiappa. Si vous savez pas la différence, entre l'humour, la blague et le sérieux, c'est que vous êtes un imbécile. La réponse de la ministre ne s'est pas fait attendre. Traiter Ruth Elkrief de pauvre folle en plateau, dire à la journaliste de BFM qu'elle s'est couverte de ridicule après son fact-checking, braquer un journaliste avec une arme pour rire, insulter et menacer ceux qui réagissent, à quel moment on s'inquiète? Autour d'Éric Zemmour d'ironiser sur Twitter. L'humour est une arme dont Madame Schiappa est totalement dépourvue. Éric Zemmour n'a toujours pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, mais l'ancien journaliste se place toutefois en opposant politique très clair du gouvernement actuel. Humour, dit Éric Zemmour. Est-ce que ça vous a fait rire, Alexis Corbière? Mais j'aimerais dire, si vous faites ça, il a marqué le point, Zemmour. Il a rien fait, il n'a pas parlé du quotidien des Français, mais on vient de lui consacrer 5 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement... Vous voulez que je vous donne les coulisses de cette histoire? Parce qu'on l'a raconté, je peux le raconter ce soir sur BFM TV. Attendez. Je vous raconte, mais justement, je vous raconte juste pour vous donner le contexte. La décision, nous avions évidemment cette image comme toutes les rédactions. Ce matin, on était au même endroit. La décision a été prise de ne pas montrer cette image à l'antenne de BFM TV. Philippe Corbel, chef du service politique, l'a raconté aujourd'hui. Sauf que Marlène Schiappa entre dans le jeu, un premier tweet, Éric Zemmour lui répond, un deuxième tweet, etc. Et ça part comme ça, et le gouvernement s'en mêle. À partir de là, ça devient un fait politique. Parce que c'est l'antifascisme de parade. Alors, bon, attendez, premièrement, revenons, montrer comme ça, braquer quelqu'un avec un fusil, moi je connais, franchement c'est malsain. Ce virilisme affiché par M. Zemmour depuis le début, c'est malsain, et chacun connaît mes convictions sur ce que fait Zemmour. La question c'est comment ça se passe à l'heure actuelle. Vous voyez, tout à l'heure on avait une discussion, le pouvoir d'achat, ça préoccupe les Français, et il y a un phénomène Zemmour qui fait toutes les 48 heures en buzz, pas tellement sur le fond en vérité. Pourquoi
Mélenchon avait souhaité, je vous remercie d'ailleurs BFM, qu'il y ait un débat de fond sur le zémourisme. Mais on a comme ça des thématiques. Et alors moi je trouve que Madame Schiappa a tort, non pas de si elle avait une controverse sur le fond de ce que dit Monsieur Zemmour, ça pourrait être utile. Mais là, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a du fond. Petit là où il y a du fond, si je peux me permettre, c'est que le week-end dernier à Béziers, Éric Zemmour avait expliqué qu'il fallait réduire le pouvoir des contre-pouvoirs en France en citant les journalistes. C'est ce que je voulais vous dire. Ce que dit Marlène Schiappa d'une certaine manière, c'est qu'elle fait le lien entre l'image et les mots. Je vais vous dire une chose, le prenez pas mal. Aujourd'hui, j'ai appris des annonces, notamment de changements dans les rédactions de journaux, qui m'inquiètent beaucoup plus sur la liberté de la presse. Beaucoup plus que ce genre d'histoire. Il se passe dans ce pays Vous parlez de Paris Match et du JDD, on va pas ouvrir le débat là pour ce soir, parce que pour le coup, c'est vraiment très spécifique. Ou les noms que j'entends, à l'heure actuelle, j'ai bien compris, c'est pas stabilisé. Comment dire, la sensibilité politique des gens qui pourraient reprendre ces rédactions, ça m'inquiète beaucoup plus. La concentration sur certains journaux, la concentration de certains journaux entre les mains de quelques-uns. Ça, c'est un sujet sérieux. Alors que Zemmour, par ailleurs, est peut-être même la marionnette de ceux qui orchestrent ça. Notamment, je pense à Monsieur Bolloré, pour le dire clairement, parce qu'il a quand même été bien servi. Et que Monsieur Zemmour soit l'ami des puissants, et non pas des petits. Mais surtout, j'ai envie de dire aux Français, une fois de plus, les gens modestes, ceux qui m'intéressent, ne mordez pas l'hameçon Zemmour. Il veut vous faire travailler jusqu'à 64 ans. Zemmour, qu'est-ce qu'il dit sur le blocage des prix? Qu'est-ce qu'il dit notamment sur la crise? Monsieur Corbière, le problème, c'est que là, ce que vous dites, c'est ce que vous disiez déjà en 2017 pendant la campagne présidentielle. Et Marine Le Pen a fait plus de voix dans le milieu populaire que vous. Je sais. Alors, premièrement, on a remonté, si vous voulez voir ça. Nous, on n'existait pas jusqu'à présent. Et le score qu'on a fait en 2017 était un bon score dans les milieux populaires, ouvriers et employés. Donc, nous avons réussi à reconquérir. Mais, cher monsieur, je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas réussi à être élu la dernière fois, ce que je regrette. Mais nous travaillons inlassablement. Ce que je veux dire, c'est que mettez-nous, c'est le but du jeu, critiquez-nous. Mais comprenez bien le moment historique dans lequel nous sommes, puisqu'un peu notre discussion, c'est la gauche. Un vieux monde s'effondre. Le risque est possible dans ce pays que plus rien n'existe, que ça n'existe plus la gauche dans 20 ans, à l'image de ce qui se passe en Italie. Monsieur Corbière, je suis d'accord. Simplement, à l'intérieur de la gauche, vous ne pouvez pas avoir un comportement sectaire du reste de la gauche. Sectaire On a déjà eu ce débat. Non. Il faut qu'on avance. On a déjà eu ce débat, Bruno, jeudi. Je réfute ça. Non mais on a déjà eu ce débat municipal, nous avons été initiative de liste d'union, on a accepté de se mettre derrière des gens. Le paradoxe, je vais vous dire, c'est intéressant que vous dites ça, c'est que pour certains, les grands partis c'est eux, c'est derrière le PS qu'a lieu le rassemblement, et quand c'est nous qui le proposons, ça n'intéresse pas, il faut absolument être derrière. Je reviens, Alexis Corbière. Je ne me mettrai pas dans la roue d'un parti qui a mis le pays aussi mal. Je reviens à cette image que l'on a vue d'Éric Zemmour, une arme image détestable, je suis d'accord. Elle vous a fait réagir, Imamta, cette image? Oui, enfin, cette image, déjà, c'est clair que Éric Zemmour, qui a écrit ce livre sur le premier sexe et qui a théorisé la virilité, il essaye de s'acheter une virilité et le compte n'y est pas. Hein. Un homme viril sait comment tenir une arme pareille. Bon, d'un côté, c'est un peu raté. Moi, je sais pas. Je saurais pas faire non plus. Hein. On va pas se mentir, mais bon. Parce que vous trouvez qu'il portait mal l'arme? Oui. Évidemment. Évidemment qu'il la porte mal. Il faut expliquer d'une certaine manière d'où vous parlez. Parce que moi, je ne sais pas porter. Moi, j'en parle comme je suis quand même libanaise et américaine et je suis fille de militaire et évidemment, on sait comment tenir cette arme. Mais surtout, c'est intéressant parce que quand on voit la discussion qu'il a avec son équipe avant et après, où son équipe lui dit surtout ne touche pas, surtout ne prends pas l'arme dans tes mains, et il ne peut pas résister parce qu'en fait il veut se mettre dans cette position. On se pose une question, c'est d'un côté il veut lui, il n'est pas encore candidat à déclarer, mais moi je ne connais pas beaucoup d'écrivains qui vont dans un salon pareil pour vendre. Non, ça n'existe pas. Mais il est candidat. Il est candidat. Des affiches partout. Mais surtout, il dit vouloir faire les choses différemment. Aux États-Unis, ça c'est un passage très classique, donc peut-être qu'il s'inspire des Américains. Je me pose aussi la question, est-ce que le général de Gaulle ou le maréchal Pétain, qu'il apprécie autant, est-ce qu'il manierait une arme comme ça, comme un joujou? Je n'aurais pas la réponse à ça. Simplement, et c'est vraiment un petit sourire, pour le coup, Alexis Corbière. J'ai retrouvé des images, parce qu'il se trouve que je les ai diffusées il y a 4 ans, dans une autre émission, de vous regarder au salon Millipol avec la même arme. Oui, mais vous étiez j'allais dire, tout aussi maladroit que nous, et je le dis très clairement, à l'époque, vous ne visiez absolument aucun journaliste, et vous aviez un recul
très très franc vis-à-vis du problème des armes et vous mettiez tout ça à distance. Je le précise, c'était vraiment juste pour le... Merci, à plus c'est bon, vous dites ça, c'est que je vous en veux pas, et vous avez raison, c'est un salon Millipol. Moi je suis membre de la commission de défense et armée. Absolument, vous l'étiez déjà à l'époque. Je veux dire, j'étais allé parce que c'est intéressant, il y a un marché autour de la sécurité, marché privé des armes. Bon, et je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, mais on a bien compris surtout qu'il y a une stratégie de communication. Moi je pense qu'Éric Zemmour, qui est un homme très intelligent, il a beaucoup de défauts, mais quand même, il sait très bien ce qu'il fait, c'est un homme de médias, et il savait très bien, vous voyez, il a eu le buzz de la journée, et il va perler comme ça les choses, et il va occuper l'espace. Et moi, je suis d'avis, ma stratégie, c'est de ramener Zemmour au zemmourisme. Parce que, d'abord, c'est quoi ces idées? Qu'est-ce qu'il propose? Alors justement, de lui répondre sur le fond, lui répondre, attendez, Alexis Corbière, pardon, lui répondre sur le fond. Est-ce que c'est un programme, le grand remplacement? C'est Non, le mais pour l'instant, ça a été son programme, sa proposition phare de la rentrée. Depuis qu'il est... Il en a fait une autre aujourd'hui, pardon, il en a fait une autre aujourd'hui de proposition. Voilà. Sur les armes, justement, et sur les ventes d'armes, vous allez pouvoir lui répondre sur le fond, écoutez-le. La France doit vendre à tous et sans tenir compte du régime. La France a une fantastique industrie militaire qui fait partie vraiment un des piliers de sa souveraineté. La France vend des armes et il n'y a pas de morale là-dedans. Si la France ne les vend pas, d'autres leur vendront. Il faut arrêter avec ce moralisme à deux balles. Voilà, nous sommes une grande puissance industrielle et nous sommes une grande puissance militaire. La France doit vendre des armes à tous les pays, quel que soit le régime. Je vais vous décevoir, c'est ce qu'elle fait actuellement. D'accord. Moi, je suis intervenu à l'Assemblée, j'ai présenté un amendement pour que notamment nous ne vendions plus des armes dans le cadre de la guerre au Yémen, où il y a une catastrophe qui a lieu et où nous avons vendu des armes à des régimes qui aujourd'hui mettent en danger les populations. Nous vendons des armes. Ce qu'il dit, c'est aujourd'hui la doxa, et moi je serai pour. Nous devons que nous fabriquions des armes, que nous en vendions. Je suis favorable, mais que quand même on mette des conditions là-dedans. Pas des régimes au bout d'un moment où vous avez différentes organisations, et y compris des organismes reconnus qui nous disent là, dans ce conflit, je pense notamment à la guerre du Yémen, des enfants sont dans une situation terrible et des armes sont utilisées. Voilà ce que j'ai à dire. Donc vous voyez, ça, c'est du flanc. C'est ça le zemmourisme, mais c'est que dalle. En quoi ça rompt à l'heure actuelle? Donc il faut dégonfler cette baudruche qui repose souvent sur une série de postures. Mais je répète surtout, les Français qui vous intéressent à Zemmour, qu'est-ce qu'ils proposent pour vous à la fin du mois? Franchement, est-ce que vous pensez que c'est, une fois de plus, en organisant le grand remplacement, mais c'est quoi? On va virer 5 à 6 millions de gens qui sont d'origine maghrébine? Il va le faire avec son fusil? Mais c'est ça le pays qu'on veut? Qui croit à ça, bon sang? Mais vendre des armes à tous les régimes sans aucune considération, Zemmour parle beaucoup de la sécurité du pays. On a vu très bien, quand on vend des armes, par exemple les États-Unis, on vend des armes à l'Afghanistan, eh bien on passe 20 ans à revenir là-bas parce qu'en fait ça nous revient dans la figure et ça revient chez nous. Donc il faut aussi un peu poser cette question et essayer de comprendre quelles seront peut-être les solutions à cette conséquence. Non, vous avez raison. Sans naïveté, parce que c'est une industrie, et il a raison de dire si c'est pour qu'en plus on vende plus et que les Américains en vendent. Vous savez, je pourrais développer la manière dont, y compris dans l'OTAN, la condition, c'est le 2% de PIB consacré aux armes, avec en plus souvent une forme de compatibilité avec le matériel américain, et nous-mêmes, l'armée française, on est obligé d'acheter des matériels américains. Ça, c'est intéressant. Mais quand même, il y a un minimum, ou du moins, j'aimerais un maximum moral qu'on doit quand même conditionner. Et dans certaines conditions, il y a des pays, et notamment ceux engagés actuellement dans le conflit au Yémen, auxquels je crois que nous nous déshonorons en leur vendant des armes. Merci Alexis Corbière, merci d'avoir été avec nous, d'autant que vous repartez bosser à fond parce à l'Assemblée, que ça joue un peu de choses, le vote sur le pass sanitaire. Voilà. Et j'ai raté un amendement, mais l'extension du pass sanitaire, ça s'est joué à une voix jusqu'à l'été prochain pour un article. Mais là, si je me dépêche, je pourrais voter et je suis défavorable. On vous libère donc. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été notre invité ce soir. Autre grand titre à la une.